Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon séjour à la Khamisset. Vous avez pu découvrir pourquoi vous rigolez. C'était fatigant. C'était intéressant de découvrir votre pays et de découvrir aussi la richesse de la nature de votre pays et de certaines régions. Donc, dans le cadre justement de cet intensif territoire et vie durable, où on a déjà une expérience de travail en collaboration avec l'agence urbaine de l'Khmisset et la commune de Khmisset sur un des territoires et sur l'exercice de faire la ville avec le paysage. Donc nous avons l'immense plaisir d'écouter Marc Verdier, professeur à l'ENSA de Nancy. Et ensuite, il y aura une table ronde avec la participation d'un cher professeur, Jean-Pierre Frey de France, Paolo Ventura d'Italie et peut-être d'autres réactions d'autres professeurs. Donc merci Marc d'avoir accepté de nous éclaircir sur ce thème-là, très important par rapport à l'urbanisation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je prends le micro parce que je ne sais pas rester assis. Donc ça va pas être facile peut-être pour... oui, c'est bon. Mais je ne vais pas trop bouger. Mais je préfère être debout. Merci Madame la Directrice et merci à l'Université de toute façon de nous accueillir, Français, Italiens et autres, dans votre université au Maroc. La thématique qu'on a proposée effectivement pour le workshop, pour la semaine intensive, c'était ville et nature, ville et paysage. Et pour illustrer finalement cette thématique, j'ai choisi de m'appuyer sur quelques points clés de ce qui est en train de se passer à Nancy. Ça me permet en même temps de vous présenter la ville de Nancy. C'est une ville absolument ordinaire en France, une ville moyenne, sur laquelle un certain nombre de questions se posent. Il y a des projets en cours, il y a des interrogations, il y a des projets sur lesquels on peut avoir un regard critique. Et finalement, au travers de trois situations essentiellement à Nancy, je vais essayer de traverser cette thématique ville et paysage. J'ai pris les trois situations plutôt avec une entrée paysage. Donc ça me permet de parler de cette question-là, mais au travers de situations concrètes. J'ai préféré aussi prendre des situations concrètes parce que je me suis dit que les étudiants qui sont là sont aussi en train de travailler sur des projets et que parler de cette thématique au travers de choses très pratiques, finalement, était peut-être assez intéressant. Alors, évidemment, on est dans une actualité qui nous concerne de façon un peu étonnante, mais c'est vrai que la COP 21 en France a eu lieu en France à Paris, sur lequel les pays au niveau international se sont engagés sur des enjeux vis-à-vis des questions d'urgence qui se posent au niveau des questions climatiques. Et puis l'année d'après, c'est-à-dire l'an dernier, ces accords ont été ratifiés par 55 pays, je crois, au moins, ou en tout cas un certain nombre de pays représentant 55% de la population mondiale, je crois, quelque chose comme ça, à Marrakech. Et donc je pense qu'on est finalement dans une actualité forte qui est cet engagement sur peut-être une autre façon de penser le développement urbain. Et puis à côté, alors ça tombe bien, parce qu'il y a aussi des Italiens ici, c'est une des expos un des éléments d'expo qu'il y avait à la Biennale de Venise l'an dernier, qui est une question quand même aussi d'urgence, je pense, qui est si on ne change pas de modèle, on n'est quand même pas bien, quoi. Pas de modèle de société de façon générale. Et l'expression de notre société, elle se joue spatialement aussi dans la façon dont on l'habite, dont on l'organise, et la ville en est un élément essentiel. Alors, c'est les deux photos que j'avais proposées, pour l'affiche, deux photos finalement assez différentes l'une de l'autre. À droite, c'est les quais de Bordeaux. Je crois que vous avez eu une conférence à Bordeaux sur la ville de Bordeaux il n'y a pas très longtemps par la directrice de l'urbanisme de la ville. Une ville dynamique, une ville riche, on va dire ce qui est, avec une vraie dynamique démographique, économique,
qui lui permet aussi d'avoir des projets assez engagés, des projets de qualité, et donc avec des réappropriations d'espaces publics, d'éléments de paysage essentiels, évidemment le bord de la rivière, du fleuve, de la Garonne, et donc tout un tas d'espaces qui sont en très forte mutation. Et à côté, j'ai mis une autre image, alors, qui est symbolique à plusieurs niveaux. C'est devant l'école d'architecture à Nancy, c'est sur le parvis de l'école. On a une école qui est située devant un canal, et entre l'école, le bâtiment et... Oui, c'est mieux comme ça, merci, Maria. Entre l'école et puis le canal, il y a un grand parvis qui fait partie finalement des espaces extérieurs de l'école que les étudiants s'approprient. Et tous les ans, on a une grande fête. L'école d'architecture fait une grande fête qui s'appelle les Folles Journées de l'Architecture et qui ouvre finalement l'école sur la ville. Et on a 2-3 000 personnes, des habitants, des enfants, des familles qui viennent dans l'école et c'est une fête de l'architecture. Alors il y a tout un tas d'activités dans l'école. Il y a par exemple pour les enfants, il y a des ateliers que nos étudiants animent sur des constructions de maisons en pain d'épices. Donc les enfants s'amusent avec ça et jouent à l'architecte finalement. Donc il y a plein de choses. Et la thématique l'an dernier de la Folle Journée de l'Architecture, c'était ville et nature. Et pour faire ça, les étudiants qui avaient organisé ça avaient choisi sur le parvis d'école de faire des potagers éphémères. Donc ils ont préparé 2-3 mois avant la Folle Journée et qu'ils entretenaient. Donc là on a un de nos étudiants qui est en train d'arroser les potagers qui vont servir pour cette semaine-là. Et je trouvais cette image assez symbolique. C'est quand même la question qui est assez essentielle, c'est nourrir le monde. Et quelle est la place de la question au travers du paysage, c'est aussi la question des ressources. Voilà. Et la deuxième symbolique pour moi était importante, c'est l'idée de la génération qui arrive, la vôtre. C'est-à-dire, c'est le jeune étudiant qui est ici, ça fait partie de cette génération qui va être aux manettes dans les 50 ans qui viennent. Donc comment on est en train aussi de penser le changement de paradigme, y compris urbain, dans les développements urbains, si on croit que cette génération-là va fonctionner pour une planète un petit peu plus soutenable dans les années qui viennent. Donc, ça c'est mon petit propos introductif, et puis vous allez voir comment ça se décline après. Donc Nancy, vous situez à peu près, pour vous évidemment c'est loin, pour moi aussi. Donc on est dans le nord-est de la France, c'est une petite ville, moyenne, 100 000 habitants, c'est deux fois remis 7, si on prend strictement la ville elle-même. Cela dit, dans une agglomération d'à peu près 300 000 habitants, et dans ce qu'on appelle le sillon Lorrain, qui va du Luxembourg jusqu'à Épinal un peu plus bas, donc c'est Nancy, Metz, Luxembourg ici, et tout ça, ça fait une agglomération de presque 1 million d'habitants, mais de façon, dans un système métropolitain de villes qui sont en réseau très très fort, très très important, avec des systèmes de trains, d'autoroutes, etc., qui fait qu'il y a vraiment une dynamique forte métropolitaine ici. Mais on est dans cette taille de ville. Alors, je vais rappeler simplement comment s'est constituée cette ville, juste pour qu'on situe les trois lieux que je vais décrire de façon plus précise. Je vais très très succinctement, évidemment, vous donner un peu l'histoire de cette ville. Donc la ville, vous la voyez ici. Mince, pardon, j'ai pas appuyé là où il fallait. Donc ça, c'est l'aire urbaine globale de la ville. Hein. Tout ça, ça fait à peu près 200 000 ou 250 000 habitants. La ville de Nancy, en fait, est un espace un peu plus petit, qui est quelque chose comme ça, qui, elle, fait uniquement 100 000 habitants. Voilà. Et c'est un terrain de réflexion sur, finalement, quelles sont la façon qu'on a de peut-être penser cette ville. Alors j'ai mis quelques mots, je ne vais pas les décrire, mais qui sont des choses qui me semblent être des thématiques à intégrer dans notre pensée de la ville, dans la façon dont on doit essayer de la réfléchir. Avec peut-être des choses, peut-être à mon avis, à mettre en avant aujourd'hui, c'est des questions plutôt de transformation. Alors on n'est pas au Maroc, c'est-à-dire que non seulement on n'est pas au Maroc, mais en plus on est dans une région de France qui se développe assez peu en termes démographiques. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une population qui augmente, on est dans une ville globalement qui va rester à peu près à 280 000 habitants, même dans une ville qui reste à 280 000 habitants et qui n'augmente pas en population, on est obligé de construire du logement. Parce que les familles se transforment, parce qu'il y a tout un tas d'éléments de transformation sociale qui fait qu'à population égale, on est obligé de produire quand même du logement, mais dans des situations relativement raisonnables
Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique d'expansion de la ville. Mais même si on n'est pas dans une logique d'expansion démographique de la ville a besoin de construire des nouveaux équipements, des nouveaux logements, etc. Mais de façon relativement raisonnable. Donc c'est la question plutôt pour nous de la transformation de la ville plutôt que de son développement. Encore une fois, c'est évidemment particulier par rapport aux villes marocaines qui, elles, ont un besoin absolu parce que vous êtes encore très fortement dans un système de ruraux qui viennent habiter dans les villes, donc le développement des villes très important, ce qui n'est pas notre cas. Des choses qui nous semblent importantes, c'est effectivement sur quelles sont les ressources naturelles, l'eau, les sols, etc. Et comment on gère ces ressources différemment. Les sols sont des ressources qui sont assez stratégiques pour nous, l'énergie, la question du paysage, et puis la question de la résilience, c'est-à-dire pour moi quelque chose qui est assez important, qui est la façon dont la ville peut trouver des solutions pour résoudre elle-même les questions qu'elle se pose. Alors, je situe très rapidement l'histoire de cette ville pour que vous compreniez de quoi on parle. Évidemment, je ne vais pas faire un développement précis de tout ce développement. Globalement, la ville se développe au départ sur un axe nord-sud, qui est quelque part ici. Vous voyez qu'il y a une rivière qui est là, qui s'appelle la Meurthe. Et au bord de la Meurthe, il y a un chemin. Et ce chemin, au XIe siècle, on est au XIe siècle, ce chemin longe la rivière pile à l'endroit où c'est pas inondable, évidemment. Dans la zone inondable, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans des marécages sur cette partie qui est ici, et la ville va se développer à côté de la rivière. Il y a un petit peu dégagé, la rivière est ici, sur le côté, parce que c'est pile l'endroit où effectivement on a les pieds au sec quand il y a des inondations. Ce qui est assez logique. Finalement, vous savez, les villes se développent avec des raisons géographiques qui sont en général assez simples. Voilà, on ne développe pas un endroit où il va y avoir de l'humidité, de l'eau, on ne va pas trop là où c'est des reliefs compliqués. On s'installe là où c'est finalement relativement facile, en tout cas dans des situations comme les nôtres ici. La ville se développe dans un premier temps, vous voyez, c'est ce tout petit élément ici qui correspond à ça. C'est la première partie de la ville qui est la ville médiévale. C'est un premier système de fortification. Ça va venir après. Donc c'est un premier système de fortification. Le nord est ici, le sud est là. Le chemin dont je parle tout à l'heure, il est là. Vous voyez, ça c'est le chemin originel, qui est ici, qu'on retrouve de ce côté ici, et qui est un chemin plus ancien que les villes qui se développent. C'est-à-dire ce chemin préexistait avant ce développement ici. Donc on est là, et cette ville se développe sur un chemin qui mène à un lieu de pèlerinage. Et donc c'est le développement. Les ducs de Lorraine, on est dans une région qui s'appelle la Lorraine, il y a un duché indépendant du royaume de France, et donc les ducs de Lorraine s'arrêtent ici, il y a une petite halte castrale, et puis cette halte castrale va devenir un château, et puis on va fortifier, il va y avoir un bourg qui va se développer, qui va se fortifier. Là vous avez le palais ducal qui est ici, et puis on a une première ville, qui est donc la ville du XIe siècle. Et puis, jusqu'au XIVe, XVe siècle, cette ville se développe à l'intérieur des murs, et puis évidemment, il y a un moment donné, pour des raisons de développement, économique, militaire, etc., on a besoin d'agrandir la ville. Spécificité à Nancy, tout à fait particulier. Globalement, quand vous regardez les villes fortifiées, souvent, on a une première enceinte, regardez Paris par exemple, et on va construire une nouvelle enceinte qui va venir en système finalement circulaire comme ça, puis une troisième éventuellement, et on va agrandir comme ça. À Nancy, on ne fait pas ça. Les militaires imposent, parce qu'on a eu des fortifications paraît-il, de très bonne qualité à ce moment-là. On considère que les fortifications de la ville médiévale de Nancy sont parmi les plus efficaces de cette époque-là. On va construire une deuxième ville à côté, indépendante. Donc on a deux villes fortifiées côte à côte. C'est une ville neuve, on fait venir des ingénieurs italiens, ingénieurs urbanistes italiens, militaires, qui vont construire une ville finalement sur une trame orthogonale, sauf le chemin originel, nord-sud, qui continue ici. Alors vous devinez ici, vous voyez la ville médiévale là, et puis vous devinez la forme de la ville ici que j'ai redessiné ici. Donc ça, c'est les deux villes 11e, 16e, ville neuve. Donc on a deux villes comme celle-là, et puis rebelote jusqu'au 16e, 17e, on va avoir cette ville qui se développe ici. Et puis, 18e siècle, période calme, on est plutôt dans des périodes d'embellissement des villes. Le royaume de France est à peu près stable. Il va y avoir un accord entre le dernier duc de Lorraine et le roi de France, qui est Louis XV à l'époque, pour rattacher le duché de Lorraine à la France.
et le dernier duc de Lorraine, qui s'appelle Stanislas Leszczynski, dont la fille va épouser le roi de France, et vous comprenez bien qu'on n'est pas dans des mariages d'amour, on est dans un mariage de business. Hein. Ça permet à un moment donné de gérer le rattachement aussi du duché de Lorraine au royaume de France. Et chose assez étonnante et très très intéressante évidemment, c'est que le dernier duc de Lorraine, avec son architecte qui s'appelle Héré, va faire une grande opération d'aménagement avec l'accord des militaires, enfin sous certaines conditions, mais je ne vais pas aller dans les détails, qui est de relier les deux villes au travers d'un système de places. Vous avez ici la ville médiévale, ici la ville neuve, et entre les deux, là où vous aviez les fortifications, les doubles fortifications, vous avez un grand ensemble urbain du XVIIIe siècle, qui est en fait un système de plusieurs places. Vous en avez une ici, une là et une là, vous avez 3 places, et en fait, un grand axe transversal qui est là, qui est perpendiculaire à l'axe historique est-ouest. Donc vous aviez l'axe historique est-ouest, et vous avez un grand axe du XVIIIe siècle qui vient ici, et évidemment, cet axe est est-ouest. Pourquoi? Parce qu'on rattache le royaume de France, le duché de Lorraine au royaume de France, donc c'est une grande route royale qui va rattacher la Lorraine vers l'ouest, c'est-à-dire vers Paris et Versailles. C'est-à-dire là où on développe en même temps, évidemment, le château de Versailles, qui est le lieu de résidence du roi de France. Et donc, on acte dans la forme de la ville et dans tout son développement le fait qu'on passe d'un axe nord-sud, qui était l'axe nord-sud, c'est ça, qui était l'axe du duché de Lorraine, vers un axe est-ouest, qui est l'axe du royaume de France. C'est intéressant parce que vous voyez que dans l'espace de la ville, l'histoire se lie, y compris évidemment de façon très fortement au niveau spatial. Donc ça, c'est un élément évidemment qui aujourd'hui est assez exceptionnel dans la ville, puisqu'on relie la ville médiévale, la ville neuve, et on acte du passage vers le royaume de France. Donc c'est un grand projet du duc de Lorraine qui est assez génial. Enfin, on avait le duc Stanislas Leszczynski était quelqu'un qui avait une vision de très haut niveau en matière d'organisation urbaine et qui a su commander le bon projet à son architecte. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ceux qui un jour feront un échange avec la ville de Nancy, vous verrez ça. Ça fait partie des choses quand même très belles à Nancy. Voilà. Et puis on continue, chose absolument classique dans les villes européennes. On a l'arrivée, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, développement industriel et arrivée des grandes infrastructures. On a la voie ferrée qui va passer du côté sec, hein, sur le coteau, qui va plutôt être ici, hein, au-dessus des villes historiques, le pointillé qui est là. Hein, évidemment, on est plutôt sur la partie un peu plus haute, et dans la partie basse, dans le lit de la rivière, qui au XIXe siècle va commencer à être aménagée, on va faire un canal qui va permettre le développement industriel, plutôt dans la partie humide qu'on va assécher, et on va assécher les marais, et petit à petit on va assainir tout ça pour pouvoir développer une ville industrielle de ce côté-là. Donc vous avez le canal, et puis les voies ferrées marchandises, et gare et développement de la voie ferrée voyageurs qui est sur la partie haute. Donc la ville va se développer après, d'un côté plutôt autour d'un système industriel sur la partie basse dans la rivière, et plutôt dans une logique résidentielle sur la partie ouest vers les coteaux, puisqu'on est ici sur un système de coteaux avec une forêt, et ici des coteaux et des petits villages qui vont être rattrapés par la ville à terme. Donc on est finalement globalement dans cette histoire assez classique des villes européennes. La grande chance de Nancy, je vais être un peu violent pour dire ça, hein, mais la grande chance de Nancy, c'est la guerre de 70. Vous savez peut-être qu'à un moment donné, l'Empire germanique va faire la guerre à la France, qu'on va perdre en 70, et ça veut dire qu'on a toute une partie est de la France qui va être annexée par les Allemands, hein, une partie nord de la Lorraine qu'on appelle la Moselle, et l'Alsace, et en fait, Nancy va se retrouver à la frontière. Nancy va rester français, mais se retrouve à la frontière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Français d'Alsace et de Moselle qui ne voulaient pas être allemands vont venir à Nancy. Et Nancy était une petite ville de 30-40 000 habitants, et Nancy, en l'espace de 15-20 ans, va récupérer quasiment le double, c'est-à-dire que Nancy va passer à 80 000 habitants en 25 ans.
ce qui est énorme et très très rapide. Mais ça veut dire aussi que c'est les industriels qui viennent, c'est l'argent des banquiers, c'est-à-dire les gens qui ont la possibilité de partir aussi, hein, la bourgeoisie, c'est-à-dire que l'université va quitter Strasbourg, va venir à Nancy, c'est-à-dire que Nancy, qui avait une petite université, se retrouve avec une très grande université, médecine, droit, etc. Alors que Nancy était une ville de 40 000 habitants qui avait une très petite université. Et puis, industriels, les artistes, évidemment, l'argent, et tout ça va fabriquer un truc assez étonnant. On met des artistes, des industriels, et des gens qui ont de l'argent, et ça va fabriquer la possibilité de développer une pensée un peu nouvelle des arts, de l'architecture, de commande, et donc l'art nouveau va se développer à Nancy, école de Nancy, grâce à cette conjonction de trois éléments, à une période où évidemment il n'y a pas que cette ville qui réfléchit à cette réflexion. Je ne vais pas revenir là-dessus par rapport à l'industrie, etc. Donc on va avoir une période de richesse incroyable, de développement de la ville, 1900-1950, avec une première période plutôt 1880-1910, et puis une période 1920-1940, plutôt art déco, avec une ville qui se développe assez rapidement, avec pas mal de moyens. Mais sans véritable, d'ailleurs, projet urbain, projet d'urbanisme, c'est plutôt des lotissements privés qui se juxtaposent les uns avec les autres. Donc on n'a pas un grand système de boulevards, on n'a pas des grands systèmes de structures urbaines, d'avenues, etc. C'est plutôt des lotissements privés avec la ville qui de temps en temps rattrape le coup en connectant les rues les unes avec les autres. Mais il n'y a pas de pensée globale urbaine, ce qui fait que Nancy est une ville qui n'est pas obligatoirement très simple à comprendre parce qu'à part les grands tracés, en particulier que j'ai évoqué tout à l'heure, 18e, on n'a pas de grand système urbain facile. Voilà. Et puis, comme partout, troisième grande période, c'est moi ce que j'appelle la ville ouverte, on va dire des années 50-60 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire finalement tous ces espaces, alors grands ensembles, systèmes de lotissement, grandes zones d'activité, grandes zones commerciales, tout ce que vous connaissez, la ville par pièce, la ville fragmentée. Voilà. Alors pourquoi j'ai expliqué tout ça? C'est parce que je voudrais maintenant prendre trois exemples. Un, dans la partie centrale, c'est-à-dire au niveau du paysage, en quoi la question du paysage comme patrimoine peut être un élément clé, peut-être d'une nouvelle pensée d'aménagement et de développement. Le deuxième point que je voudrais prendre, c'est ce que j'ai appelé la ville constituée, c'est-à-dire finalement la ville des rues construites, assez denses, etc. Et puis la ville par pièce qui est après. La ville constituée, c'est plutôt la ville compacte, jusque dans les années 40-50. Et la ville 3, ici, c'est la ville ouverte, qui est plutôt la ville périurbaine. Et il se trouve que là, il y a un quartier qui est en train de se faire, dont je vais me permettre de vous parler parce que c'est moi le maître d'œuvre. Je suis professeur, mais je suis aussi architecte urbaniste avec une activité d'agence. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ce secteur-là. Et je voulais vous présenter ce projet aussi pour vous dire comment nous, on a essayé de réfléchir à un projet contemporain dans une situation un peu intermédiaire entre la ville fragmentée et puis la ville constituée. Et puis, après, je voudrais plus sous forme de questions, poser la question de la façon dont on peut réfléchir à partir du paysage à la question du développement de cette ville ouverte, cette ville étalée, cette ville périurbaine, qui est une ville pas finie pour moi, qui est une ville encore jeune, qui a des gros potentiels, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Alors, sur la partie historique, vous retrouvez ici la place dont j'ai parlé tout à l'heure, 18e, le grand axe nord-sud, est-ouest, pardon, royal, et puis ici, la ville plutôt médiévale, et ici, la ville plutôt 16e. Donc c'est ville médiévale, ville Renaissance, et puis ville des Lumières, qui est la ville 18e qui est ici, avec le type de paysage urbain que ça fait. Alors, évidemment, des efforts depuis longtemps sur la réhabilitation du patrimoine, le patrimoine qu'on avait dans les années 40, 50, 60, qui était en assez mauvais état, et des efforts très importants qui ont été faits à partir des années 70-80 pour réhabiliter ce patrimoine. Des transformations importantes, vous voyez ici par exemple la place Stanislas, qui pendant longtemps a été un parking avec de la circulation importante. Aujourd'hui, un vaste espace piétonnier. Depuis 2005, plus aucune voiture. On avait 25 000 voitures par jour qui tournaient autour de cette place. Aujourd'hui, on n'a plus aucune voiture. Et puis, pour Nancy, pour les Nancéens,
le patrimoine s'arrête à peu près là aujourd'hui. Et ce que vous avez à côté, c'est-à-dire finalement cet espace lié à la voie ferrée de marchandises, et puis le canal qui est ici, la voie ferrée de marchandises qui est un petit peu derrière, tout ça c'est abandonné et c'est pas vraiment considéré. C'est même tellement peu considéré qu'aujourd'hui la ville a un projet sur cet espace-là, qui est un projet de voirie. Hein, ils appellent ça un boulevard urbain, parce que dès qu'on fait une nouvelle voirie, on appelle ça un boulevard urbain. Ce n'aura rien d'un boulevard ni de quelque chose d'urbain. Ça sera un boyau aux voitures, avec plein de voitures qui passent là-dessus, et qui finalement vont peut-être pas obligatoirement permettre à des grands finalement, monuments industriels comme cela d'être valorisés au bon niveau. On est en même temps, comme moi on réfléchit un petit peu, on se dit mais finalement, dire que la ville du patrimoine, c'était la petite ville médiévale qui était ici, et puis la ville du 16e qui était là, quand la ville était limitée à ça, c'était peut-être juste. Mais depuis 40 ou 50 ans, la ville a explosé et a peut-être été multipliée par 5 ou 6 en termes de surface. Donc, évidemment, parce que tout ça, c'est la fameuse périurbanité de Nancy. Et moi, j'ai tendance à penser qu'on peut étendre l'idée du patrimoine et la surface patrimoniale en considérant que ce qui est industriel, c'est-à-dire la fin du 19e et le début du 20e, pourrait être intégré dans une ville patrimoine. Ce qui n'est pas du tout le cas encore dans notre ville. D'autant plus qu'aujourd'hui, je reviendrai dessus tout à l'heure, la ville est en train de transformer des quartiers qui étaient soit des friches SNCF, ici, hein, vous voyez la voie ferrée, SNCF c'est les voies ferrées en France, donc des anciennes friches qui sont en train de devenir un nouveau quartier, qui s'appelle Nancy Grand Cœur, et puis au bord du canal ici, des anciens secteurs industriels qui sont là aussi en train d'être transformés en véritables quartiers d'habitation. Tout ça est aujourd'hui à peu près fini, à peu près construit, on est encore en train de développer des choses qui sont là. Donc la ville déjà est en train de se récupérer des espaces pour redensifier la ville en cœur de ville. Et donc se dire qu'on pourrait avoir des éléments patrimoniaux de ce côté-là, c'est quand même pas inintéressant. Alors, les patrimoines reconnus, c'est dans la ville historique, hein, j'ai parlé de la place Stanislas, la rue la plus ancienne de Nancy, qui est une rue médiévale, et on se dit que tous ces espaces-là pourraient être aussi à la fois le paysage du canal, à la fois moi, ce que j'ai appelé des cathédrales industrielles, hein, des bâtiments comme cela, mais aussi des tissus urbains, de faubourgs complexes, avec à la fois de l'habitat, à la fois des artisans, à la fois des petites industries, etc., pourraient être vraiment valorisés de façon très très intéressante. Et moi je mets finalement en parallèle deux éléments, qui est une rue médiévale, et puis une voie qui a été abandonnée depuis une trentaine d'années, 30-40 ans, et sur laquelle la nature a repris sa place. Et on peut peut-être se poser la question de savoir si cet espace-là, dans une vision contemporaine d'une valorisation d'un cœur de ville en matière de patrimoine, ça ne pourrait pas devenir une grande... Alors le mot coulée verte, je n'aime pas trop, parce que c'est pas très valorisant, mais un grand parcours paysager de très très belle qualité, qui pourrait finalement être le pendant patrimonial aussi, hein, par rapport à la rue médiévale qui est ici, et qui serait l'espèce de rue verte de la ville industrielle d'aujourd'hui. Alors, ça c'est pris dans une autre ville, c'est une autre référence, c'est dans le nord de la France, un projet qui est en cours, mais exactement du même type. On pourrait très bien imaginer une sorte de grand système paysager qui viennent ici et qui permettent évidemment de réhabiliter les bâtiments qu'il y a de part et d'autre de façon complètement différente que ce qui aujourd'hui est prévu par le maire et par la ville, qui me semble être une erreur fondamentale. Je dis ça aussi exprès parce que j'ai déjà présenté ça sous d'autres formes à Nancy, parce que je considère que quand on est architecte urbaniste, on doit aussi prendre des positions qui peuvent être des positions contre, et qui peuvent être des positions argumentées bien sûr, mais qui peuvent être des positions sur lesquelles on essaye de faire passer des messages et on peut rentrer dans une logique de débat. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que le débat mériterait d'être posé. Voilà. Alors, on a quand même la chance aussi à Nancy d'avoir d'autres écoles, et en particulier, on a une école de très très bon niveau qui s'appelle aujourd'hui AgroParisTech, qui anciennement était l'ENGREF, l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts, qui a été fondée à Nancy à la fin du 18e par Stanislas, et qui est une des meilleures écoles en France sur les milieux naturels et sur la forêt. Et donc on est allé voir ces gens-là, et on leur a demandé
on a l'école d'architecture et l'école d'AgroParisTech a travaillé ensemble, et les étudiants ont fait un inventaire de cet espace-là. Alors ce qui est quand même intéressant, le grand parc de Nancy, qui est à proximité de la place Stanislas, fait à peu près 60 hectares. Et l'ensemble de ce parcours-là fait 50 hectares. Ça veut dire que le linéaire de cet espace-là correspond à peu près au grand parc nancéen. Donc c'est pas rien, quoi. Et puis, on a les étudiants d'AgroParisTech qui ont fait un inventaire floristique, et se sont rendus compte qu'il y avait plus de 200 espèces recensées, dont 6 protégées au niveau européen, qui étaient apparues dans cette friche. Donc on est sur des enjeux de biodiversité. Vous avez compris que la biodiversité, c'est un enjeu planétaire, un enjeu très fort. Hein. Aujourd'hui, on est dans une logique extrêmement pénalisante et inquiétante en matière de biodiversité, et qu'on a tous une responsabilité, à un moment donné, à notre niveau, sur notre territoire, de gérer la biodiversité. Donc n'oublions pas qu'aujourd'hui, la ville peut faire une route ici. Alors, pour moi, c'est un peu cette question, hein. Un nouveau contrat nécessaire entre l'homme et la nature, ville-nature, rendre la ville productive et désirable, tout ça fait partie de ces questions de paysage. C'est à la fois de la ville désirable pour que les gens arrêtent d'aller habiter en périphérie, et puis en même temps, une nature productive, une nature active, une nature qui, quelque part, préserve les ressources de la planète. Alors, quelques images de ce qui s'est passé sur le parvis, on est encore une fois sur le parvis de l'école d'architecture, le jour où il y avait eu cette activité autour de Ville et Nature qui a eu un succès fou. C'est-à-dire que les habitants étaient super contents, on a fait une fête de la soupe parce qu'il y avait des légumes, donc voilà, les enfants ont joué dans les labyrinthes, voilà, il y avait franchement des choses, et les gens étaient ravis. Donc si on fait des choses comme ça dans la ville, les gens adhèrent, évidemment. Alors, encore une fois, aujourd'hui à Nancy, on a ce palais des Ducs de Lorraine, et puis à côté du palais des Ducs de Lorraine, ce qui est un musée aujourd'hui, il y a des projets très contemporains, d'extension du musée, etc. Donc ça, on sait faire. Et c'est en train d'être fait avec, d'ailleurs, des investissements qui ne sont pas anecdotiques du tout, c'est des investissements qui coûtent cher. Et ça, c'est les usines qui sont au bord du canal, ça c'est à Nancy, hein, ça c'est l'arrière de cette usine-là, en sachant qu'aujourd'hui, ici on a un promoteur qui est sur le coup, qui va garder la façade, qui va démolir tout ce qu'il y a à l'intérieur pour faire du logement absolument banal, en sachant que l'arrière, ici, donne sur la fameuse voie ferrée qui va devenir une route. Et j'ai mis en référence des projets qui me semblent extrêmement intéressants pour montrer qu'on pourrait aussi imaginer des programmes qui respectent le patrimoine et qui le mettent dans des situations évidemment extrêmement contemporaines. Ici, c'est à Bordeaux, une caserne sur laquelle on a un programme tout à fait intéressant qui s'appelle Darwin Écosystème. Vous pourrez aller voir sur Internet. Franchement, c'est des références tout à fait intéressantes, le Darwin Écosystème de Bordeaux, où on a des programmes adaptés aux évolutions sociétales. Donc ça, c'est des exemples, c'est des anciennes cavernes sur lesquelles on a eu une réhabilitation contemporaine d'assez belle qualité. Alors, avec des choses étonnantes d'ailleurs, parce qu'on s'adresse aussi aux plus démunis, aux plus pauvres. Ici, par exemple, c'est un organisme en France qui s'appelle Emmaüs, qui est dans une logique d'économie solidaire du recyclage, c'est-à-dire de mobilier ou de vêtements de deuxième main pour des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des choses neuves, etc. Donc ça a été installé dans le Darwin Écosystème, et je mets ça en rapport avec un côté un peu plus bourgeois, puisque en vieille ville à Nancy, on a ce qu'on appelle un marché aux puces, mais qui est aussi une forme de recyclerie, où on vend plutôt des objets alors plutôt haut de gamme, hein, des tableaux anciens, des meubles anciens, etc. Mais je me dis que finalement, c'est des choses qu'on peut mettre en parallèle entre les deux. Dans le Darwin Écosystème, on a aussi des gens qui réparent des vélos, on a aussi une recyclerie justement de différents, dans cette idée d'économie circulaire aussi, c'est réutiliser les objets dans une logique de développement soutenable. On a une fabrique de bière, enfin on a tout un tas de choses. Et puis on a aussi des programmes économiques plus traditionnels. On a un restaurant, une épicerie bio, alors qui s'adresse là aussi peut-être à des gens qui ont un peu plus les moyens, hein. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle un tiers-lieu avec des startups. Ça veut dire qu'ici, vous avez plein, dans ces pièces ici, et ici, vous avez plein de gens qui travaillent avec leur ordinateur, des jeunes qui sont en train d'inventer les métiers de demain au travers de façons un peu différentes de travail. Et honnêtement, évidemment, ces lieux sont plutôt des lieux de très très belle qualité. Et moi, je me dis que c'est aussi des programmes un peu nouveaux sur lesquels on peut réfléchir et qui permettent peut-être d'inventer une autre façon de travailler dans la ville et d'autres plaisirs d'être dans la ville. Voilà, ça c'était mon coup de gueule sur
des projets qui me semblent être assez mal partis à Nancy, alors qu'il me semble qu'il y a un potentiel absolument incroyable. Et vous comprenez à quel point, à un moment donné, la pensée paysage peut être un élément un peu déclencheur. C'est-à-dire que si on fait une route, ou si on fait un parc linéaire, ça ne déclenche pas les mêmes choses. Mais ça veut dire aussi, bien sûr, on doit penser les mobilités et la place de la voiture différemment dans la ville, je vais y revenir tout à l'heure. Alors un deuxième, j'en aurai deux, coup de gueule, puis après je vais me calmer. Un deuxième, c'est un projet qui est en train de se faire ici, au bord de la voie ferrée. Donc c'est tous ces secteurs qui sont ici. Il se trouve qu'au-dessus de la gare à Nancy, on a une tour. Et quand on monte sur la tour, on peut avoir cette vue, évidemment, qui est intéressante, une voie ferrée, tout un tas d'anciens terrains SNCF, donc qui appartenaient au réseau ferré de France et sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est les limites de la ville de Charles III, donc de la ville, mais de la ville du 16e. On est sur le petit élément noir qui est ici. Alors, quand on creuse un peu, évidemment, comme on est à la limite de l'ancienne ville, qui était ici, hein, la voie ferrée est passée de ce côté, hein, vous vous souvenez, le canal en bas et la voie ferrée en haut, hein, il y a une pente dans ce sens-là. Évidemment, quand on a commencé à creuser dans ce secteur-là, quand on a commencé à démolir, eh ben, on a trouvé tout un tas d'éléments, des fortifications du système assez incroyable de la ville du 16e, de la ville du 16e. Alors, j'ai remis une ou deux images en disant, si on gardait les fortifications, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est un petit peu ce que Jean-Pierre expliquait l'autre jour, culturalisme, c'est-à-dire finalement, il y a des traces, comment on peut être contemporain, tout en s'appuyant sur la culture locale, sur les patrimoines locaux, tout en les transformant de façon importante. Ici, on est à Lille, sur une porte qui est au nord de Lille, et on voit comment, à un moment donné, on est sur une transformation de ces systèmes de fortification qui doivent d'ailleurs dater à peu près de la même époque, hein, du 16e ou 17e à Lille, et entre un système de jardin et puis des bâtiments très contemporains qui, quelque part, permettent à la fois de respecter cette histoire et en même temps de la transformer, de l'intégrer dans une vision contemporaine du développement de la ville. Or, aujourd'hui, le projet qui est en train de se faire ici, c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a complètement enlevé tous les systèmes de fortification, on les a repérés, on les a dessinés, et après on a démoli tout ça pour faire des parkings souterrains et pour construire une ville normale, entre guillemets. Non seulement on a une erreur, à mon avis, historique, parce qu'on ne respecte pas les fortifications, et la deuxième erreur, que je trouve absolument incroyable, c'est la forme urbaine, puisque vous voyez qu'ici, alors que le boulevard qu'on avait précédemment, qu'on devine ici, était un boulevard qui épousait la forme de la ville du 16e, ce boulevard est démonté et on reproduit la trame de la ville du 16e qu'on va tirer jusqu'à la voie ferrée. Je trouve que c'est d'une paresse absolument incroyable. Vous imaginez, pour faire la ville au XXIe siècle, on tire la trame de la ville du 16e et on efface les éléments dans le paysage urbain qui permettaient de lire l'histoire de la ville du 16e. Pour moi, c'est un contresens historique. Et je ne comprends pas qu'un urbaniste digne de ce nom puisse faire ça. Si vous me demandez de façon confidentielle, je vous dirai qui est l'urbaniste qui a fait ça. Voilà. Et donc, on fait ce genre de choses qui me semblent être tout à fait graves, avec en plus une ville. On commence par un parking souterrain de 800 places, à la place des fortifications, hein. Et puis, non seulement on fait ça, mais en plus, sous les nouvelles voiries, on va installer du stationnement pour les immeubles qui sont sur les côtés. Alors, je vais vous passer, parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans ces réflexions-là, mais je pense que c'est globalement les erreurs qu'on a fait dans les années 60, dans les grands ensembles, qu'on est en train de reproduire. Je trouve ça absolument incroyable. Il me semble, et là c'est une autre question que j'évoque, que j'aborde avec vous, parce que je pense que dans les villes marocaines, cette question-là pourra se poser à un moment donné. Il y a une vraie question de stationnement et d'automobile dans les villes aujourd'hui. La question, c'est comment on résout cette question de l'automobile et du besoin, sans doute, d'automobile, tout en disant dans 25 ou dans 30 ans, il y en aura peut-être moins. Et comment on pense les choses de façon réversible, ou en tout cas transformable. Ici, j'ai mis deux choses. Ici, c'est un projet qui est là, dans un quartier
alors j'avoue que j'ai oublié la ville, je crois que c'est à Amiens, je ne suis plus sûr, un quartier en disant ça c'est un silo à voiture qui a été pensé de façon à pouvoir se transformer en des bureaux, en du tertiaire, si éventuellement c'est plus des voitures demain. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question de la place de la voiture aujourd'hui et de la possibilité peut-être de dire demain il y aura peut-être un peu moins de voitures. Donc ça c'est avec une faille au milieu et donc un système d'organisation de stationnement pour tout ce quartier ici qui permet de le transformer. Et ici à Nancy, à Paris, c'était une réflexion en disant mais dans les parcs souterrains, maraîchage champignonnaire, voilà, il y a des champignonnières, des choses un peu rigolotes qui se font comme ça en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour demain transformer la question de la place de la voiture. Et puis j'ai pris un autre exemple, on va avec nos étudiants aux Pays-Bas et on est allé voir un quartier dans une ville moyenne de 200 000 habitants qui s'appelle Breda, qui est à la frontière belge. Pareil, on a une situation de limite de ville historique. Vous avez la ville historique qui est ici, ancien système de fortification et de caserne. Et en fait, le choix qui a été fait dans ce quartier, qui a été fait par Xavier de Guetter, qui a travaillé chez OMA, Colas, ça doit vous dire quelque chose quand même. Et donc, voilà le quartier. Et l'idée, c'était de construire dans un parc. Ça veut dire finalement, c'est un grand parc dans lequel on a des objets architecturaux qui sont posés et qui font qu'on a un grand parc public dans lequel on a ces bâtiments. Donc on aurait pu imaginer sur notre quartier, plutôt que d'avoir une trame du XVIe siècle qui est étendue sur la ville du XXIe, dire on fait un parc dans lequel on va garder des traces de fortification, dans lequel on met des bâtiments contemporains, un peu comme dans l'image que vous avez vue tout à l'heure sur l'île, ou ici les images que vous avez dans ce quartier aux Pays-Bas, qui est assez intéressant aujourd'hui, qui est là. Donc on pouvait imaginer, pour une densité comparable, une autre forme qui est très contemporaine, mais qui en même temps préserve l'histoire et gère les choses autrement. Deuxième élément, c'est donc un quartier qui s'appelle Biancamaria, simplement parce que c'est les anciennes friches militaires et qu'il y avait un sergent qui s'appelait Biancamaria, et c'est la caserne sergent Biancamaria. Donc, quartier sur lesquels on s'est posé des questions, qui était la question, voilà le quartier qui est ici, vous voyez qu'il y a encore des casernes militaires qui sont ici. Ça, c'était aussi des casernes qui étaient alors, c'était pas des casernes, c'est des bâtiments qui étaient à côté des casernes, un centre équestre, etc., qui ont été réutilisés, avec une réflexion qui est aussi une réflexion de positionnement et d'organisation de ce quartier, en sachant qu'on a un grand parc qui est ici, ça va rappeler des choses aux étudiants qui sont en train de travailler là-dessus à Armée 7. On a un grand parc qui est ici, on a un grand cimetière ici qui peut être considéré comme une forme de parc aussi. Il y a des sites qui vont aussi se transformer avec des besoins d'espace naturel, et on descend vers la rivière de la Meurthe. Donc c'était cette idée de dire qu'on était dans un espace intermédiaire, dans un système paysager. Et donc, nous, on nous a commandé, il se trouve que c'est nous qui avons travaillé sur ce quartier, on nous avait commandé au départ un parc dans un quartier. Et au départ, on nous avait demandé un parc central, qui était un parc qui était situé dans cette partie ici. Et en fait, bon, je vais passer rapidement là-dessus, et en fait, on a proposé une autre situation, qui était une situation d'un parc linéaire, qui est là, qu'on a appelé un parc infiltré, pour deux raisons. D'abord parce que vous voyez qu'ici, il part et il va rejoindre le parc qui est au-dessus, qui s'appelle le parc Pouille. Il rejoint ici, par décheminement, il aura vocation à continuer sur la caserne qui est de ce côté. Il rejoint le boulevard qui est là et qui descend là. Donc on a fabriqué un parc qui est plus un système de liaison qu'un parc central. Alors ça veut dire que c'est un parc relativement étroit, qui fait 17-18 mètres à certains endroits, 32-35 mètres. Et puis vous voyez, il y a des bassins qui sont là. Et ce parc, en fait, il a été positionné au point bas du terrain. Ça veut dire que le point bas du terrain maximal, il est ici. Et si, évidemment, on l'a positionné ici au point bas, c'est que ce parc, il a aussi comme vocation de récupérer les eaux pluviales du quartier. Ça veut dire que tous les bâtiments qui sont là, et tous les espaces publics qui sont ici, vont, à un moment donné, renvoyer leurs eaux pluviales sur ce secteur. Et c'est le parc qui aura vocation à infiltrer les eaux pluviales dans le sol du quartier. Donc, pourquoi on a fait ça ? Pour des raisons économiques aussi. La collectivité nous a dit, vous vous débrouillez, vous construisez 700 logements ici, mais vous ne rejetez aucune eau pluviale à l'extérieur du quartier, parce que si vous rejetez des eaux pluviales dans les rues qui sont ici, on est obligé de changer tous les tuyaux en aval, parce qu'ils ne sont pas dimensionnés pour recevoir plus d'eau pluviale. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, on ne veut pas que vous rejetiez, que votre quartier rejette des eaux pluviales.
Donc on est dans une logique d'autonomie en matière de gestion des eaux. Et ça, c'est des questions qui sont à la fois des questions de paysage, mais qui sont aussi des questions financières. C'est-à-dire pour faire des économies, et donc pour pouvoir mettre l'argent ailleurs d'ailleurs, du coup, on a inventé ce truc-là. Et puis, troisième point important, là aussi dans notre réflexion paysage, ça veut dire que quasiment tous les logements qui sont ici, ou toutes les parcelles, ont un petit portail qui donne directement sur le parc. Ça veut dire que quand j'habite ici, je peux quasiment partout sortir dans le parc, ou mes enfants peuvent sortir dans le parc, éventuellement à terme, aller à l'école, aller ici dans les terrains de sport qui sont au-dessus, de façon sécurisée par un parc. Donc c'est une autre façon aussi d'utiliser l'espace naturel, l'espace public. Donc voilà le quartier on aperçoit le parc qui est là, qui est un système dans lequel il y a en même temps des jardins, en même temps un verger, etc. On a essayé aussi d'être dans une diversité paysagère. Donc ça, c'est une des rues qui a été créée, et ça, c'est le parc avec des bassins. On devine un petit peu des points bas, ça veut dire que c'est des bassins qui sont engazonnés, et quand il y a des pluies importantes, l'eau remplit ce système-là, il va s'infiltrer lentement dans le sol à partir de ce système. Donc on a travaillé évidemment avec des bureaux d'études environnement qui nous ont permis de faire ça. Donc voilà ce qu'on appelle le parc infiltré qui est ici, avec en plus l'idée que les jardins privés permettaient en même temps d'augmenter l'effet du parc, puisqu'on obligeait aussi les particuliers à garder de la terre pleine et à mettre des grands arbres. Je ne vais peut-être pas tout décrire comme ça. Donc le quartier est en train de sortir de terre, et voilà ce que ça donne. Le parc est évidemment jeune, hein, qui est en train d'être fait ici, avec ces bassins, dont certains sont en eau en permanence, et d'autres ne sont qu'en partie. Autre élément qui nous a semblé important dans un quartier comme celui-là, je pense que ça ne doit pas être facile chez vous à faire, et chez nous non plus. On a essayé d'avoir une diversité de types de logements à la parcelle. Par exemple, ici, je vais préciser celle-là tout à l'heure, un petit peu là, et qui était de dire, un de nos objectifs, c'est que les familles qui ont plutôt un peu les moyens, les familles classe moyenne supérieure, ont tendance à aller habiter à l'extérieur de la ville, dans des villas, dans ce fameux périurbain. Comment on les ramène en ville? Et donc l'idée, c'était aussi de créer du logement individuel, avec des petits jardins à l'intérieur de la ville, pour ramener ces gens-là, et pas faire que du collectif. Et donc on a voulu une diversité de types de logements. Donc on a à la fois du collectif, à la fois de l'individuel, et aussi ce qu'on appelait de l'intermédiaire, c'est-à-dire des maisons superposées, où chacun a une grande terrasse ou un petit bout de jardin, choses comme ça. Et on a essayé de faire ça à l'opération. C'est-à-dire qu'on a imposé à nos promoteurs, on a dit aux promoteurs, vous ferez, si vous voulez construire chez nous, vous ferez obligatoirement sur votre parcelle 30% de collectif, 30% d'intermédiaires et 40% d'individuels, ou l'inverse. Enfin, en tout cas, il y avait une diversité. Et paradoxalement, ils étaient d'accord, parce que pour eux, c'était intéressant économiquement, parce que c'était plus facile à vendre, parce qu'ils avaient un potentiel de clients qui était plus important. Donc voilà, par exemple, cette opération qui aujourd'hui est construite et livrée et habitée, qui est là, qui est fait par un assez bon architecte à Nancy, qui est à Paris d'ailleurs maintenant, qui est cette opération, c'est un gros promoteur, hein, c'est Bouygues, en l'occurrence c'est un des très très gros promoteurs en France, qui a fait cette opération d'une quarantaine de logements, où on a trois typologies différentes de logements ensemble. Donc c'est pour nous important, et puis on voulait des opérations qui ne sont pas trop grosses, c'est-à-dire celle-là fait 44 logements je pense. Aussi l'idée, système de copropriété acceptable, c'est-à-dire que les gens se connaissent entre eux et arrivent à gérer les communs de façon à peu près correcte. La place de la voiture, c'est un problème énorme. Hein. Nous, on s'est dit, on a du mal à y croire, mais quand même, on essaie de défendre cette idée, nous on pense que ça serait bien qu'il y ait moins de voitures dans la ville. Sauf qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Alors on s'est dit, on va faire un truc qui demain permettra d'avoir moins de voitures. Mais aujourd'hui, pour l'instant, il y en a toujours. Donc on a dit, sur chaque parcelle, on a une place de stationnement par logement. Et puis par contre, on va vous mettre des places supplémentaires sur des poches, vous voyez, en orange ici. C'est des poches de stationnement supplémentaires, vous allez voir comment elles sont faites. Parce qu'on dit finalement, quand on regarde le tissu urbain qu'il y a autour, il y avait des espèces de ruelles avec plein de garages tout autour, comme ça. On s'est dit, ça c'est pas si mal, peut-être qu'on peut le réinterpréter, c'est-à-dire dire, pour les gens qui habitent ici, ils peuvent mettre une première voiture ici, et puis la deuxième voiture, ils la mettent là. Hein, ils louent un garage ici, et puis ils vont chercher, ils ont 40 mètres à faire, ils vont chercher la deuxième voiture dans cet espace-là.
Et puis l'idée, c'était de dire, dans 20 ans, s'il y a moins de voitures, parce qu'il y a plus de transports en commun, parce qu'il y a peut-être des voitures partagées, des voitures électriques, je ne sais pas quoi, etc., et bien ces espaces-là, ils sont réversibles. Ça veut dire que soit on construit, c'est-à-dire on peut rajouter des logements, soit on augmente la taille du parc. Et donc l'idée, c'était que ça soit réversible. Donc on a dessiné les garages, voilà le dessin qu'on avait fait au départ, voilà aujourd'hui c'est construit, donc c'est nous qui avons fait ça. Donc il y a à la fois des garages fermés ou des places libres, mais ça, c'est un espace qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, mais qui éventuellement peut être réversible. Et moi, ça me semble important de se dire que peut-être qu'un quartier durable, parce que c'est la question de la durabilité du quartier, vous êtes là-dedans, mais c'est peut-être aussi la capacité de la transformation. Moi, je crois aussi à ça, c'est faire les choses finalement assez simplement, assez normalement, mais se poser la question de savoir si ce que je construis est capable d'évoluer demain. Quelle est l'évolutivité du quartier que je construis aujourd'hui? Est-ce que ce que vous allez construire, vous, dans 25 ans, on pourra le transformer parce que les conditions de vie auront changé. Voilà. Parce qu'on pourra densifier, rajouter des choses, en enlever, etc. Je pense que c'est très important. Une ville figée, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a fait ça dans les années 60-70. On est très embêté avec des villes qui ont été faites sur dalle, par exemple, parce que c'est très compliqué à transformer. Voilà. Et puis on a des jardins familiaux. Alors après, je vais vous montrer 2-3 images où on est assez content quand les premiers habitants arrivent, parce qu'on avait inventé, on s'est dit on veut des jardins familiaux, on veut des espaces, etc. Et ça marche. C'est-à-dire que les gens font la fête, les gens font des repas de quartier, il y a une association d'habitants qui s'est créée, voilà, il faut venir un petit orchestre où il y a des gens qui font de la musique. Donc, voilà, et pour nous, on a gagné. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans un quartier, c'est que les espaces qu'on a prévus, ils vivent et que les gens se les approprient. Et finalement, on a fait les choses, encore une fois, assez simplement, assez modestement. Et ça, c'est quoi? C'est aussi parce qu'on a ce fameux parc infiltré, ce fameux espace qui n'est pas énorme, mais qui finalement appartient à tous, parce qu'il est à proximité de tout le monde. On a ce petit portail qui donne systématiquement dedans, et ça marche, c'est à la bonne échelle. Et c'était ce qui nous importait, c'est finalement faire les choses modestement, mais à la bonne échelle. Voilà. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer, c'était cette question... et je vais aller plus rapidement sur les images, parce que c'est plutôt de la réflexion un peu générale, c'est la question de la ville, ce que j'appelle la ville ouverte, gisement d'invention d'une ville productive. Alors, peut-être vous n'en êtes pas encore là, quoique les questions des villes périphériques qui se sont développées autour de Rabat, ou autour des villes qui sont des villes plus populaires, où on a déplacé des populations, on est en train de les faire, comment ces villes-là vont pouvoir évoluer demain. Nous, en tout cas, c'est un peu plus particulier dans le périurbain en Europe, et en particulier en France. On a un périurbain qui est extrêmement compliqué. Ça, c'est pas à Nancy, c'est à Lyon, mais ça pourrait être n'importe où. On a des morceaux d'espace naturel qui sont coincés dans la ville. Vous voyez qu'on a des grandes zones monofonctionnelles d'activité, de lotissement, éventuellement tertiaire ou de sport, mais tout ça c'est fait sans aucune pensée, sans aucune réflexion, sans aucune intelligence, je vais dire. C'est-à-dire que c'est simplement une juxtaposition d'un certain nombre de choses. Donc avec cette question, est-ce qu'on produit des maisons ou est-ce qu'on construit une ville? Et c'est pas pareil que de produire du logement ou au contraire de penser la ville. C'est deux choses assez différentes. Or aujourd'hui, on est plutôt dans la logique de produire de l'habitat. Donc évidemment, la ville de Nancy, ça c'est des réflexions, des schémas, vous voyez, type de schéma d'ailleurs qu'on peut attendre de vous, ce Rémi 7, si vous aviez un peu de temps, vous n'aurez pas le temps de faire des schémas aussi élaborés, mais c'est un petit peu ça, c'est finalement, c'est quoi la trame paysagère? Ça c'est Nancy qui est en train de faire un parc actuellement qui relie, vous voyez, des grands secteurs de boisement ou de relief qui sont ici, par un système paysager assez complexe mais assez complet, et avec des développements de zones d'activité, de zones, etc. Mais on voit qu'il y a une espèce de planification qui est en train de se mettre en place. Quand même un petit rappel, en France aujourd'hui on consomme l'équivalent de 80 000 hectares de terrain agricole par an. 80 000 hectares, je ne sais pas si ça vous dit grand chose, mais c'est absolument énorme. Ça correspond à peu près à 1/100 du territoire de la France, 1/100 tous les 7 ans. Ça veut dire que 1/100, c'est pas rien. Hein. Ça veut dire oui, c'est ça, 80 000 hectares, c'est un département français tous les 7 ans. Donc, c'est-à-dire 1/100, c'est énorme. Donc, évidemment, pas mal de gens s'inquiètent de ça, parce qu'on dit, mais c'est de la ville moche, c'est cette idée de la maison individuelle, c'est un rêve qui tourne mal, la France périurbaine pose plein de problèmes de déplacement, de mobilité, de coûts pour les familles, d'éloignement des services, etc. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, peut-être que le changement... Alors j'ai mis Trump
parce que je me suis dit que finalement c'était aussi sa vision, quoi, quand même, du monde qui se traduisait à notre petite échelle ici, comme ça. C'est-à-dire finalement c'est les marchés qui ont raison, et la ville se fait au travers simplement d'une logique de marché, sans une logique de vie et de fonctionnement et d'équilibre entre les gens, entre les marchés qui doivent exister évidemment, tous les éléments qui font la vie. Alors c'est drôle parce qu'en même temps, les gens qui aujourd'hui sont dans cette logique-là nous vendent l'inverse. Cora, c'est, je ne sais pas ce que vous avez vu ici comme supermarché ou comme hypermarché qui commence à arriver. Nous, c'est Auchan, c'est Leclerc, c'est Cora, je ne sais pas ce que vous avez vu ici. Cora, c'est un énorme hypermarché à Nancy, c'est les plus grands. Alors, vous savez comment ça marche. C'est des hangars absolument énormes, les gens vont avec des caddies, ils achètent du Coca-Cola et des trucs dégueulasses, que vous devez consommer aussi. Non, pas vous, non, c'est pas vous. Donc on a une logique de consommation mondialisée, et puis évidemment on y va en voiture, c'est inaccessible à pied ou en vélo, etc. Mais regardez ce qu'on vous vend. C'est-à-dire finalement, les petits oiseaux, la nature, la joie de vivre, voilà. Et c'est complètement incroyable, parce que ça, c'est l'inverse de la réalité de ça. Et c'est pareil quand on vous fait un lotissement, qui est quand même une catastrophe en termes écologiques, etc. Mais on vous raconte que c'est le paradis. Ou que l'on fait un éco-lotissement, alors qu'évidemment ça n'a rien à voir. Et que la vraie, vous voyez, elle se fait dans ces hypermarchés. C'est quand même étonnant, c'est qu'on vous vend l'inverse de la réalité de ce qui se passe. Ils sont forts, hein. Franchement ils sont forts. Alors, il y a quand même des gens qui réfléchissent à tout ça. David Mangin, j'espère que vous avez entendu parler, j'espère que vous avez lu un ou deux bouquins, un qui s'appelle La ville franchisée, qui est un bouquin qui est quand même tout à fait intéressant. Et puis, David Mangin, il a bien senti qu'il se passait des choses autour de la transformation du Grand Paris. Et il a écrit ce bouquin qui est tout à fait intéressant. Et il dit ce qui serait extraordinaire, c'est d'améliorer l'ordinaire. C'est-à-dire, finalement, ce territoire de périurbain qui, pour l'instant, n'intéresse pas grand monde, à part quelques spécialistes comme lui. Voilà. Et je pense que c'est un des enjeux. Alors, il a sous forme de schéma très simple, il a posé la question de la transformation d'une zone d'activité vous voyez, il rajoute des éléments paysagers, il densifie, il modifie les programmes. Et puis si on prend une parcelle, ici par exemple, il dit ben, aujourd'hui on a une grande boîte commerciale avec du parking tout autour. On pourrait mettre le parking sur des étages, dans un silo comme ça, puis du coup récupérer de l'espace pour mettre d'autres programmes, puis petit à petit transformer. C'est-à-dire finalement, comment les tissus urbains, y compris ceux-là, peuvent se transformer dans un processus qui va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme les faubourgs d'ailleurs anciens, des villes, qui sont petit à petit transformées. Donc il décrypte un peu tout ça en disant mais il y a des vrais potentiels de transformation de ces secteurs-là. Alors ça c'est un travail aussi d'étudiants de chez nous, qui était dit mais comment on passe d'un système monofonctionnel, la ville-voiture, avec toutes les pollutions que ça fabrique, comment on passe de ça à un système complexe, évidemment, dans lequel il y a des échanges, on joue l'énergie autrement, on densifie, on complexifie. Donc c'est peut-être cet enjeu. Et pour nous, c'est de transformer la ville, y compris cette ville qui est issue d'une logique consumériste, et dans tous les sens du terme, de sol, d'énergie, de marchandises, etc., dans une ville qui est une ville plus équilibrée pour tous, dans d'autres logiques. Donc nous, on fait travailler nos étudiants, beaucoup, sur ces territoires, c'est-à-dire votre génération, hein, qui sera aux commandes là dans les 50 ans qui viennent. Je pense que l'université, elle est aussi là pour innover, transformer. Par rapport à l'intervention de Sana ce matin, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de réfléchir à comment la phase d'après fabriquera pour nous une France peut-être un peu plus sûre, et pour vous un Maroc contemporain, vertueux, de haut niveau. Alors nos étudiants travaillent sur ces territoires en se disant, mais finalement, ils se mettent en scène d'ailleurs, vous voyez, c'est même assez rigolo. Ça, c'était un groupe d'étudiants qui avait, dans son projet, s'était mis en scène dans ce territoire-là, avec la question de la densification des lotissements, la question de la transformation des zones d'activité à différentes échelles, peut-être des projets un peu utopiques, hein, c'est pas obligatoirement un problème, là aussi c'est des travaux d'étudiants, et se poser la question de ces confrontations extrêmement difficiles entre deux milieux qui ne discutent pas entre eux. Là aussi, des projets de quelqu'un qui s'appelle Philippe Madec, où on est dans des logiques de rapport entre la ville et l'espace de campagne, l'espace agricole, qui est une ressource
qui devient un espace de très grande qualité, pourquoi pas avec un nouveau système d'espace public. Pour terminer, je fais partie en France d'un collectif qui s'est créé, qui s'appelle les Paysages de l'après-pétrole, les PAP, P-A-P, Paysages de l'après-pétrole, où on essaie de réfléchir également, qu'est-ce que ça veut dire, non pas qu'il n'y aura plus de pétrole, mais on devra utiliser moins d'énergie fossile. Donc comment, à un moment donné, on peut peut-être imaginer un territoire de cette phase qui va arriver, où on aura moins besoin de pétrole. Donc il y a des paysagistes là, qui ont travaillé sur, par exemple ici, Paris et la région parisienne, dans l'hypothèse d'un Paris autonome en alimentation, avec tout un tas d'éléments et de réflexions, y compris des étudiants, sur ces questions-là. Voilà, c'est une ouverture. Je termine juste par ça, c'est ma dernière image. Je ne sais pas si vous lisez, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur et ce bouquin, Marguerite Yourcenar, qui est un des grands auteurs français, qui a écrit dans les années 50 les mémoires d'un empereur romain qui s'appelle Adrien, qui a été un empereur au moment de l'apogée de l'Empire romain. Elle écrit de façon absolument merveilleuse. Adrien a été un des grands constructeurs pendant l'Empire romain, deuxième siècle après Jésus-Christ. Et j'ai juste pris 2-3 phrases que je trouve très belles. Je me dis finalement, en tant qu'urbaniste, si je m'approprie ces 2-3 phrases, je sais à peu près faire mon métier. Construire, c'est collaborer avec la terre, au sens premier du terme. Collaborer avec la terre, le sol. C'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. Je ne lis pas tout ça. J'ai beaucoup reconstruit, c'est collaborer avec le temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l'esprit, lui servir de relais vers un plus long avenir, se retrouver sous les pierres, le secret des sources. Là aussi, ça me semble extrêmement important. Le secret des sources, c'est finalement comprendre le territoire, comprendre son socle, comprendre son histoire, comprendre comment il s'est construit et s'inscrire dans cette continuité-là, mais avec modernité. Voilà. Je pense que, en tout cas moi, c'est comme ça que j'essaie de définir la façon dont j'ai envie d'être architecte urbaniste. Voilà. Merci.